Avant de connaître Rachel, j'ai cru que ma maladie, c'était la seule pire maladie qui existait. Puis je me suis rendu compte que pas du tout. Il y a une maladie qui est plus forte, égale, je sais pas, mais ça c'est quand même, c'est la maladie de Verneuil. Vraiment, dans cet épisode-là, on va en parler. Salut à tous, c'est Myriam, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans On parle là où ça fait mal. C'est le podcast qui permet de parler des sujets peu compris de la société et des sujets tabous. Vous l'aurez compris plus tôt, on va parler de la maladie de Verneuil. Je ne suis pas l'expert de ça, comme vos japonais, mais pour ce faire, je suis avec Rachel, alias Célestine, alias la reine d'Angleterre, pardon, la reine du monde, parce que comme là, ça se comme occupé. Mais, salut, salut. Salut! Donc, c'est la personne la plus qualifiée qui va nous parler de la maladie. On va comprendre ce que c'est quoi la stigmatisation, parce que vraiment, c'est un petit peu comme ma maladie. La maladie de Verneuil, c'est un mal silencieux. Et je pense que tu peux le confirmer, Rachel, parce que c'est pas quelque chose qu'on voit tout de suite, en fait. Mais déjà, c'est quoi la maladie de Verneuil? Alors, la maladie de Verneuil, en fait, c'est une poussée de boutons, enfin, plus précisément de furoncles, qui seront localisés au niveau des épaules, au niveau de l'aine, dans l'anus aussi. Dans les fesses, carrément. Oui, au niveau de l'anus, au niveau du coccyx aussi, sur le visage, ça peut être aussi dans le cou, au niveau des cheveux. Et en fait, ce sont des gros boutons, donc ça peut être des petits comme des gros, qui seront remplis en fait de pus et de sang. Et au fur et à mesure que le bouton en fait va se développer, donc il va continuer à grossir, quand il va s'éclater, donc ça va lâcher justement cette espèce de substance qu'on a beaucoup, comment dirais-je, baptisée à laquelle on ressent du dégoût, fait de pu, voilà. Et du sang aussi. Et en fonction aussi de l'évolution du bouton, donc parfois ça peut être indolore, donc c'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'odeur, ou d'autres fois, ben, il y aura une forte odeur en fait, qui sera peut-être désagréable pour soi-même et pour la personne qui peut nous accompagner ben, lors de ce processus. Et c'est une douleur très intense, surtout quand on n'y est pas habitué. Donc en général, C'est quel type de douleur? alors je pense que la douleur elle est propre à chacun, mais moi la façon dont je vis cette douleur, c'est comme si je me brûle littéralement de l'intérieur. Ah ouais, chaud, man. En plus, parfois d'avoir comme des battements aussi, des espèces de battements en fait, et qui peut durer parfois pendant 2 semaines, voire plus. Donc, pour justement soulager cette douleur, ben, en général, on prescrit des antibiotiques. Donc, on trouve en général à la pharmacie, du moins. Mais attends. Tu nous as dit chez les boutons. Mais c'est quelle taille de boutons? Est-ce que c'est des boutons normaux quand tu as une acné normale? Alors, il y a plusieurs formats. Moi, le plus gros bouton que j'ai déjà eu, c'était de la taille d'une balle de tennis. C'est une balle de tennis, genre le gros truc jaune là? Oui, vraiment. C'était littéralement de la taille d'une balle. Attends, on va battre ton Et oui, en bas de mon bras. Donc, je pouvais pas me lever, je pouvais pas le baisser. Je devais tout le temps garder le bras comme ça parce que... Et la douleur, mon Dieu, la douleur, j'avais pas le choix que de me rendre du coup à l'hôpital parce que ça s'était transformé en abcès. Et malheureusement, il fallait subir une intervention justement pour pouvoir l'éclater et pour pouvoir, pour pouvoir diminuer aussi sa grosseur parce que sinon, si je l'avais gardé, que je m'étais soignée moi-même, ça aurait pu empirer et provoquer soit une septicémie ou c'est une maladie du sang. Ok. Et justement, tu
tout à l'heure, là, tu parlais que, ouais, ça fait 7 ans que tu as la maladie. Oui. Comment est-ce que tu as découvert ça? Comment est-ce que tu as été diagnostiqué? Parce que c'est très peu de gens, en fait, qui ont la maladie, quoi. C'est comme une maladie rare. Donc, comment toi-même, tu as découvert ça et comment les gens, ils te l'ont diagnostiqué, quoi. Ils t'ont dit, ben voilà, c'est la maladie de Turner. Ben, en fait, c'est en un an chez le dermatologue parce que, disons que, puis pour moi, il faut savoir que moi, je suis au dernier stade de la maladie. En fait, il y en a 3. Mhm. Et moi, c'est bon, j'ai déjà passé tous les T'as des stades. stades. Du coup, moi, je ne veux pas aller plus loin. Il y en a Ouais. 3. Donc, le premier stade, c'est que il y aura peut-être un bouton comme ça de temps en temps, Mhm. mais qui sera beaucoup plus, enfin, à ce stade de la maladie, elle sera beaucoup plus facile à traiter parce que parfois, il suffira juste d'une prise d'antibiotiques ou simplement, du moins, un traitement spécifique. Donc, ainsi, la personne pourra vivre sa vie normalement sans forcément avoir de toucher. Le deuxième stade, où ce sera un peu plus prononcé, donc on est parti, toutes les seront peut-être un peu plus importantes. Et à ce niveau-là, il y aura peut-être parfois besoin de subir soit des petites chirurgies ou bien des petites, comment ça s'appelle? Des petites interventions. Et le troisième stade, donc mon stade, c'est opération. OK. Où on n'a pas le choix, en fait, que, ben, du coup, de se faire opérer pour pouvoir enlever les tissus malades, parfois enlever les ganglions. Moi, je sais comment enlever, je me suis fait opérer l'année dernière, et je sais comment enlever mes ganglions lymphatiques sous les bras, parce que moi, c'est principalement ma zone touchée. Et malheureusement, ben, c'est que même avec parfois l'opération, ça peut revenir comme c'est une action. Mais justement, comment le monsieur t'a diagnostiqué? Le dermatologue t'a dit la maladie? Et justement, pour ben, répondre à la question, ben, en fait, il m'a examiné, il a vu un peu mes bras, parce que j'étais touchée qu'un seul bras, et j'en avais déjà 2. Et en fait, il a regardé aussi au niveau de mes oreilles, parce qu'au niveau des oreilles aussi, parfois on peut avoir des réactions où on a parfois la toux sèche. Et quand il a vu justement la grosseur et comment ça se propageait, ben c'est de là qu'elle m'a laissé entendre que voilà, je souffrais de la maladie de Verneuil. Donc moi, bien évidemment, c'est la première fois que j'entendais ce mot-là. Je n'avais jamais entendu parler de cette maladie-là. Et même après avoir reçu le diagnostic, euh, c'est vrai que je ne suis pas allée chercher tout de suite parce que j'avais beaucoup d'appréhension et je vivais très mal en fait la situation. Parce que quand on n'est pas habitué et qu'on a ce genre de choses, on se dit, enfin, on se trouve dégueulasse, on s'en veut. Euh, donc c'est vrai que moi, j'ai pas tout de suite eu le réflexe de dire que voilà, je souffre de cette maladie-là. Mais c'est au fur et à mesure, en fait, que ben, j'ai pris de l'âge, j'ai grandi et la maladie aussi a grandi avec moi et a évolué. Donc, du coup, ça s'est propagé un peu sur certaines parties de mon corps auxquelles je ne pensais pas être touchée. Mais voilà. Et est-ce que, enfin, à quel moment tu t'es dit, ah ouais, c'est pas juste des boutons d'acné ou des fois quand tu manges mal le moment, t'as des boutons et tout sur ton corps qui te disent, ouais, mon ami, c'est comment c'est moi, je dis, ouais, les gars, mais comment tu t'es dit, ah ouais, c'est pas des boutons normaux, c'est vraiment d'autres trucs, donc faut que j'aille voir un dermatologue. Mais c'était déjà la douleur. Parce que la douleur, elle était vraiment invivable. J'avais la fièvre aussi. Ça me donnait parfois, oui, ça me donne parfois des poussées de fièvre. Et la façon, en fait, dont je voyais le bouton évoluer. Fait que c'est-à-dire que, comparativement à quand on a, comment dirais-je, des poussées d'acné, c'est vrai que de temps en temps, on va avoir des boutons avec des petits sacs, mais c'est vraiment petit, en fait. On peut effectivement avoir de temps en temps des kystes, mais c'est pas la même chose. C'est pas la même chose, en fait, que les furons. Et aussi, c'est des boutons qui sont chauds. Fait qu'au toucher, au niveau de l'apparition, c'est du bouton, mais la zone autour sera très chaude.
et ça va rougir, en fait, et ça va gonfler. Donc, du coup, c'est ce qui m'a interpellée et c'est de là que je me suis dit, mais ce que je dis, c'est pas juste une poussée d'acné, et surtout au niveau des aisselles, on n'a pas d'acné, en fait, au niveau des aisselles. Donc, c'est ce qui m'a interpellée et j'en parlais pas avec ma famille, du moins parce que je me sentais pas du tout à l'aise. Donc, du coup, de moi-même, je me suis dit, bon, là, je pense qu'il y a quelque chose qui va pas, en fait, et que, ben, malheureusement, j'aurais pas le choix, en fait, que d'aller voir un spécialiste et d'aller voir le médecin pour lui demander, ben, qu'est-ce qui m'arrive. Donc, en fait, ça a été vraiment tellement au début, tu t'es dit, bon, ça va, c'est des petits mitaines. Et vraiment, quand tu as vu les trucs et qu'ils étaient plus gros et que tu avais vraiment mal, c'est du vois. J'ai dit là, je sais que bon, j'ai le fort mental, donc bon, tout ce qui est douleur, je sais que bon, j'essaie quand même de supporter au maximum. Mais si je suis arrivée au point où de dire que non, là, je peux plus supporter, c'est que vraiment, C'est qu'il y a un truc, quoi. oui, Et tu as parlé un petit peu des symptômes de la maladie. Tu avais dit que tu avais la fièvre, tu as ton bouton chaud. oui. Enfin, c'est quoi les autres symptômes? Parce que si, imagine quelqu'un nous écoute et c'est dit. Les autres symptômes, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui peut arriver en fait du jour au lendemain. Fait que parfois, t'as pas de préavis, en fait, pour dire que, t'as une douleur ou t'as quelque chose qui va t'alerter qu'il y a quelque chose qui va pas. Moi, je sais que je peux être bien un jour et le lendemain, ben, je commence à avoir une grosseur, en fait, au niveau de mon aisselle. Et c'est de là que je sais, et c'est comme ça que je sais que, ben, le bouton va sortir. Et en prévision de, ben, en fait, j'utilise, ben, comme on dit, une recette grand-mère. Donc, c'est des compresses d'eau chaude, en fait, à mettre pendant 15 minutes, 3 fois par jour, ou selon la douleur, un peu plus pour justement soulager. Et c'est ce qui va permettre ben, au bouton de se développer. Bon, c'est censé se développer plus facilement et durer moins longtemps. Mais moi, je sais que je suis quelqu'un où c'est quelque chose qui peut durer ben, 2 semaines avant que le bouton s'évalue complètement. Et durant ce laps de temps, ben, je peux avoir une perte d'appétit. Parfois, je peux aussi avoir une baisse de tension. Ou sinon, ben, j'ai la fièvre, donc j'ai pas le choix en fait que de prendre, en plus des antibiotiques pour la douleur, ben, de prendre aussi des comprimés pour la fièvre, pour alléger un peu la douleur. Et ben, parfois, on est immobilisé. Enfin, moi, ça m'arrive d'être immobilisée. Je peux pas sortir parce que ben, je suis frustrée de la douleur. Donc, c'est vrai que j'ai bon, pourquoi est-ce que ça m'arrive? Qu'est-ce que vous faites? Et surtout que ben, on peut rien faire en fait à part attendre. Ben, attendre que ça s'éclate, puis attendre que ça cicatrise parce que il y a l'éclatement, mais après, il y a la cicatrisation aussi. Et ça va aussi dépendre du corps de chacun. Moi, je sais que je suis quelqu'un qui prend du temps à cicatriser, surtout selon la grosseur que ça peut avoir. Donc, ça peut me durer 1 mois pour être bien cicatrisé, comme parfois ça peut me durer 1 semaine, 2 semaines, mais il faut toujours quand même continuer à prendre des traitements, à faire des pansements, à faire attention. Et ça a un très fort impact en fait sur ma vie personnelle et professionnelle. Tu as dit que tu prends des antibiotiques et tout, mais en fait, que tu dois quand même attendre que le bouton il s'éclate. Ça veut dire que tes traitements, c'est plus préventif, c'est pas des médicaments. Quand t'as mal, tu prends ça et puis va merci beaucoup. Ben, en fait, il n'y a pas de traitement. Il y a aucun traitement en fait pour la maladie de Vernet parce que c'est une maladie qui est peu, comment dirais-je, elle est peu connue. Et étant donné il y a quand même de plus en plus de personnes qui en souffrent, mais il n'y a pas beaucoup de centres de recherche concernant cette maladie. En tout cas, moi, quand j'ai regardé, j'en ai trouvé que 2, un en Belgique et un dans le sud de la France. Mais en soi,
ils essaient quand même de faire des recherches pour pouvoir justement essayer de trouver un traitement qui pourrait justement permettre la diminution de l'apparition des furoncles. Mais en soi, il n'y a pas de traitement à part juste des antibiotiques qu'on donne pour justement les problèmes de peau. Mais c'est tout et pour ça, c'est même pas efficace en fait parce que la douleur, elle peut continuer pareil et le bouton peut aussi continuer pareil à évoluer, puis à maturer et à s'éclater. C'est vrai que quand c'est des maladies qui sont peu connues, genre comme par exemple la maladie qui touche 1% des gens dans le monde, c'est tellement infime. J'ai l'impression que les industries pharmaceutiques se disent, bon, pourquoi est-ce qu'on va faire des recherches? Enfin, comme ça leur rapporte pas de l'argent, C'est je ça. sais pas, alors que, ok, ça rapporte pas de l'argent, mais vous souffrez quand même pareil. C'est vrai que c'est une maladie quand même qui touche majoritairement des femmes, n'empêche. Oui, ça commence en fait dès la puberté et ça dure jusqu'à la ménopause, normalement. Ça touche aussi les hommes quand même. Euh, c'est vrai que moi, je trouve que enfin, c'est pas ce serait, mais c'est quand même dommage que justement, on soit pas, en fait, comment dirais-je, on soit pas informé, en fait, de ce type de maladie. Et surtout que, étant donné justement qu'on entend très peu parler de cette maladie, donc nous, avec notre, entre guillemets, notre instinct de survie, on va plus se dire, mais qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il y a un problème? Enfin, voilà, on va rejeter dans cette la faute sur nous. Donc, du coup, on va éprouver un certain dégoût envers notre corps. Et on va se dire, oui, mais pourquoi est-ce que ça nous arrive? Enfin, pourquoi est-ce que mon corps fait ça? Est-ce que c'est un problème? Voilà, donc c'est vrai que moi, je trouve qu'il aurait fallu faire au moins des campagnes préventives, en fait, pour informer la population que voilà, il y a cette maladie-là qui existe, que non, ce n'est pas complexe ou ce n'est pas, comment dirais-je, euh, comment expliquer ça? Quelque chose, en fait, qui peut nous freiner, mais juste, en fait, de pouvoir en parler, en discuter et savoir exactement qu'est-ce que c'est, d'où ça vient et des gestes aussi à avoir et surtout à nos proches, aussi eux, quel rôle ils peuvent jouer pour nous accompagner dans ce genre de Il y a situation. pas, t'as pas, quand tu as découvert la maladie et que tu étais quand même en phase avec elle, tu l'acceptais. Est-ce que tu as cherché des groupes Facebook ou sur Internet, des blogs, des trucs comme ça pour justement que tu aies du soutien puisque tu te demandais beaucoup pourquoi ça t'arrive et tout? Est-ce que tu as cherché ça un peu, un soutien autre que ta famille? Parce que même si que ta famille, ils sont là avec toi et tout, mais ils te soutiennent, mais ils comprennent pas vraiment ce que tu vis, tu vois. Est-ce que tu as cherché des gens, des groupes sur Facebook ou dans les blogs? Disons que j'ai vu des témoignages et j'ai lu des témoignages aussi de personnes souffrant de cette maladie. Mais après, c'est vrai que j'ai pas eu d'échange avec eux parce que, disons que même si là, je commence à l'accepter, ça m'a quand même pris pas mal de temps. Ça fait seulement 2 ans que j'ai accepté la maladie. Oui. Ça fait seulement 2 ans, sur les 7 ans, ça fait seulement 2 ans que j'ai commencé petit à petit à accepter cette maladie et à me dire que voilà, je vais devoir vivre avec. Donc, c'est vrai que je lisais de temps en temps des témoignages, je regardais parfois aussi des vidéos, mais quand je voyais que il y a certaines personnes qui parfois vivent plus que moi ou bien qui en avaient plus, c'est vrai que j'avais une réflexion de me dire, mais en gros, moi, j'ai quand même la chance d'avoir ça juste au niveau de mes aisselles et au niveau de mon aine.
Il y a des personnes qui l'ont carrément sur leur visage. Moi, c'est vrai que j'en ai plus sous mes dessins et au niveau de mon aile. Mais il y a des personnes qui l'ont sur leur visage ou au niveau de leur cou. Donc, et ça, c'est des parties qui sont beaucoup plus visibles. Donc, quand je voyais justement comment est-ce que eux ils faisaient et qui s'affichaient, en fait, qu'ils arrivaient quand même à sortir, à faire leur activité. Je dirais pas normalement, parce que quand on a la maladie de Verneuil, on vit plus normalement. Il y a des choses qu'on peut plus faire comme quelqu'un qui n'a pas cette maladie. Donc, je me disais que bon, moi aussi, de mon côté, je peux essayer comment dirais-je, de m'adapter puis d'accepter que j'ai cette maladie. Est-ce que pour toi, pour que tu acceptes ta maladie et que les gens l'acceptent, en fait, est-ce que c'est un travail commun de collaboration pour que toi, tu te sens plus à l'aise dans la société à en parler ou, je sais pas moi, ton petit débardeur des yeux comme ça, et que les gens, eux aussi, doivent moins stigmatiser le P, puisque la majorité de ton photo, tu m'avais dit que c'est du P. Mais en fait, ça commence déjà par un travail sur soi parce que moi, j'avoue que mes premières années, je vivais très mal dans le sens où je rejetais mon corps, en fait. Donc, je ne me regardais plus dans un miroir. Euh, et même quand, par exemple, fallait faire des pansements ou bien quoi que ce soit, j'évitais de regarder, mais je jetais un œil quand même histoire de voir comment c'est, mais je m'en voulais à moi-même en fait. Et même ma famille, euh, je ne leur ai jamais vraiment montré en fait l'état de mon bras, à part quand j'ai commencé à accepter en fait petit à petit la maladie. Mais sinon, même parfois quand je pouvais souffrir de mentir, je montrais jamais aux gens que là, j'étais en train de souffrir parce que je ressentais plus un sentiment de dégoût vers moi-même. Et parfois, j'ai même eu à me dire que oui, mais en fait, au lieu d'avoir cette maladie-là, je préfère carrément, ben, ça me va au point où de me dire que je préfère carrément, en fait, ne plus vivre que plutôt de souffrir, en fait, avec cette maladie-là parce que c'est horrible. Surtout que tu avais des activités que tu peux faire quand tu vois que voilà, tu as l'habitude de faire ton sport, de sortir avec tes amis, des choses comme ça. Et que là, tu peux plus faire ton sport normalement ou tu peux plus sortir avec tes amis normalement parce que t'as tellement mal ou bien tu te sens tellement pas bien dans ta peau que du coup, tu développes en fait un complexe. Et franchement, des fois, c'est un mental, en fait, qu'il faut développer. Je dirais, concernant les proches, c'est d'éviter, en fait, d'avoir, parce que nous, on a déjà ce regard sur nous-mêmes, et avoir quelqu'un aussi qui l'a, ça peut aussi nous mettre encore, en fait, plus bas. Donc, c'est d'éviter, justement, d'avoir ce regard aussi de dégoût, et plus, je dirais pas de se mettre à notre place parce que on est les seuls à savoir comment on souffre en fait de cette maladie, mais d'être plus bienveillant et d'encourager la personne et surtout de soutenir la personne parce que dans ces moments-là, il y en a plein qui s'isolent, qui souffrent de dépression, qui parfois se suicident aussi à cause de ça. Et je dirais que sentir que tu as tes proches avec toi qui te soutiennent, qui t'encouragent, c'est la meilleure chose en fait qui puisse arriver. Et puis oui, c'est vrai, si tu peux, oui, on sait, parfois c'est une mauvaise odeur, mais ça reste quand même quelque chose que on fabrique tous en fait dans notre corps, donc on vit tous en fait avec cette chose en nous. Donc, de changer, en fait, notre regard, en fait, à ce niveau-là et de pas se dire que oui, mais c'est dégueulasse. Parce qu'on sait de toutes les façons que, voilà, visuellement, c'est pas très beau, c'est pas machin.
Mais on n'a pas envie, en fait, d'avoir une personne en face de nous qui nous fasse comprendre que oui, ce qu'on a, c'est dégueulasse. Est-ce que tu as déjà été confronté justement à des commentaires désobligeants? Hey, on est déjà au milieu du podcast. Je pense que tu vas prendre 2 petites minutes pour t'abonner dans le but de ne manquer aucun épisode. Allez, on y retourne. J'ai jamais vraiment été confrontée, en fait, à des commentaires désobligeants ou quoi que ce soit parce que, en fait, j'ai toujours caché ma maladie. Et je me suis toujours cachée, pour la douleur. Ou toujours cachée, à part où des fois, j'avais pas d'autres fois, malheureusement, je dis, OK, regarde, ça m'a dit, parce que bon, ça se voyait comme des fois, quand j'étais mal, ou bien quand, voilà, on voyait que je ne pouvais pas lever mon bras, ou bien que je faisais. C'était comme si j'étais limite, on va dire, constipée, hein, parce que j'étais crispée. J'étais crispée. Mais même avec ça, j'ai jamais laissé voir, en fait, que je souffrais ou bien que, voilà, j'avais mal parce que j'avais pas envie de répondre à la question, oui, qu'est-ce que tu as ou montre-moi, est-ce que ça va? Je me sentais pas du tout à l'aise avec ça, donc je cachais quand ça m'arrivait. Ça a impacté ta confiance en toi, la maladie? Oui, déjà, je sais quelqu'un qui n'a déjà pas confiance en elle-même. Et j'avoue que ça a doublé, en fait, mon manque dans un miroir. Euh, je me sentais pas bien avec moi-même non plus. Donc, c'est vrai que j'avais un peu du mal parce que même dans mes choix de vêtements, je devais faire attention à quels vêtements que je peux mettre sur moi parce que je peux pas mettre de vêtements blancs ou de vêtements trop clairs. Non plus pour éviter justement que ça tâche ou bien que ça salisse mes vêtements. Même au niveau de mes sous-vêtements aussi, je dois faire attention. Je dois faire attention en fonction de comment ça évolue. Et j'avoue que c'est un grand changement en fait de vie à faire. Et même aussi au niveau de l'alimentation, c'est vrai qu'il y a des aliments en fait qui favorisent aussi le développement des cheveux rouges, comme par exemple la viande rouge et le sucre. Donc, du coup, je dois faire attention, parfois à ce que je mange et par rapport aussi des fois à l'activité aussi que je peux faire en fonction de si je sollicite mes bras ou pas. Il faut que je sache comment je les sollicite et c'est vrai que enfin, c'est pas c'était, c'est assez difficile et compliqué. Parce que c'est toute une vie à refaire, tout comment dirais-je, un changement, une adaptation, en fait, par rapport à tout ça. Mais j'essaie quand même de relativiser et puis de pas laisser la maladie prendre le dessus non plus. Et donc, du coup, j'essaie quand même de plus en parler pour que moi-même aussi, de mon côté, je puisse accepter et puis j'ai des proches aussi qui m'aident justement à mieux accepter ma maladie. Je sais que je peux compter sur certaines personnes qui sont là pour moi, dont la Guadeloupean podcasteuse ici présente. Elle n'est pas là, non, non. Euh, Elle n'est pas là. Et c'est ça. Ah voilà, donc tu parlais des causes qui favorisent ta maladie, fait le développement de ta maladie. Mais qu'est-ce qui cause ta maladie concrètement? En fait, elle est due à une bactérie. Donc, ça peut être soit un staphylocoque ou j'avais vu le nom d'une autre bactérie.
C'est vrai que je ne m'en rappelle plus. Mais en tout cas, c'est principalement dû à une bactérie, en fait, qui se développe, en fait, dans le corps. Et ça peut aussi parfois être dû, à, comment dire, héréditaire, du moins. Parce que même si on n'est pas peut-être descendant directement, mais ça peut être quelqu'un qui l'a eu dans notre famille et indirectement, ben, nous, on est porteur du gène, donc ça va se développer chez nous. Et ça, c'est ça. Pour avoir plus d'informations, je sais qu'on a la possibilité dans les centres de recherche liés justement à la maladie de Verneuil, de faire prélever justement notre lait et de le faire analyser pour voir de quoi est-ce qu'il est constitué exactement. Et afin que nous, justement, on puisse savoir justement mais quels sont les traitements en fait qu'on a droit et quels sont les listes en fait qu'on peut faire. Et si on peut justement donner ça à nos enfants ou bien donner ça à nos proches. Et c'est ça. Qu'est-ce que la maladie t'a apporté elle t'a apporté beaucoup de négatifs, des doutes, manque de confiance en toi, mais il y a toujours un côté positif et qu'est-ce qu'elle t'a apporté, Oui, le côté positif, c'est que la ça maladie? permet de voir que j'ai un très fort instinct de survie et un très fort mental parce que je dirais pour comment dirais-je, supporter ce type de douleur. C'est pas tout le monde, en fait, qui aurait pu et qui peut, du moins, avoir la chance de continuer malgré tout à essayer de faire sa vie. Donc, je dirais que ça m'a plus aidé justement à développer ce côté force en soi, et, comment dirais-je, euh, cette combativité, en fait, parce que quelque part, on se dit que voilà, on ne veut pas laisser la maladie prendre le dessus, donc on va essayer justement de se reprendre et de se donner, comment dire, une certaine, de se donner un certain contrôle, en fait, sur soi-même et sur sa vie pour éviter justement de laisser la maladie, nous déstabiliser et puis nous rendre tristes. Et je dirais que c'est ça. En tout cas, pour ma part, le seul point positif que j'arrive à sortir de tout ça, c'est ça. Parce attends, tu as vraiment cherché les points positifs ou tu t'es dit, bon, non, il y en a quand même, mais c'est négligeable. Là, c'est une question, c'est dommage. Non, c'est vrai. Non, je me suis posé. Non, je me suis posé. C'est vrai que je me suis déjà posé cette question-là, dans le sens que, bon, c'est vrai que on pense toujours au côté négatif de la chose. Mais le point positif que j'arrive, enfin que j'en sors du moins, c'est ça en fait, c'est la combativité et la force mentale en fait de pouvoir supporter justement et de pouvoir vivre avec au quotidien. Qu'est-ce qu'on doit faire en tant que société vis-à-vis de toi? Ben moi je dirais faire des campagnes préventives, ça serait bien. Et soutenir aussi les gens, éviter en fait le regard de jugement qu'on peut avoir quand on voit du pu ou bien quand on voit quelque chose comment dire, qui nous répugne en fait. Et surtout en fait, d'accompagner les personnes justement souffrant en fait de cette maladie et surtout les personnes qui s'isolent à cause de ça. Parce qu'il y en a beaucoup qui malheureusement s'isolent et qui tombent en dépression parce que ils évitent justement de se mélanger à la société ou par peur justement d'être jugés.
Donc, pour moi, ce serait plus justement de pouvoir interpeller la population sur cette maladie-là et de plus un peu la normaliser dans le sens que, voilà, ça peut toucher tout le monde du jour au lendemain. Et on peut aussi se retrouver dans cette situation où, voilà, on se retrouve en fait à devoir complètement changer de vie, en fait. Et mais de pas se laisser, je dirais, abattre. Et surtout, moi, je pense que cette maladie, elle peut aussi montrer le véritable, pardon, visage, en fait, des gens qui nous entourent. Parce que c'est dans des moments comme ça qu'on arrive justement à voir qui est-ce qui est vraiment là pour nous, qui est-ce qui nous soutient, à qui est-ce qu'on peut faire confiance et qui est-ce qui nous épaule vraiment et qui est-ce qui va nous aider aussi dans cette situation. En tout cas, moi, ce que j'ai pu apprendre de cet épisode, c'est vraiment que c'est une maladie chronique qui est quand même oubliée de la société. Je me demande même est-ce que certains professionnels de santé la connaissent. Et tous 1% de la population et que c'est l'une des maladies qui est le plus stigmatisée puisque vous savez les boutons de plus littéralement, puis ça vous impacte vous, ça impacte les gens autour de vous. Mais en fait, on a quand même un travail à faire d'acceptation et même de s'intéresser à l'autre parce que on peut croire que c'est, je sais pas moi, quand la personne sent plus, on comprend pas. Mais en fait, il y a un travail à faire, il faut échanger. C'est ça notre problème dans la société, on n'échange pas. Et si nous avons aussi appris ta maladie, ben, il n'y a pas vraiment de traitement parce que l'industrie pharmaceutique dit que, bon, ben, vous savez, c'est juste 1%, ça n'aura pas de cash que vous. On s'en fout, on n'en fait pas. Mais moi, je trouve que tu as été super courageuse de nous partager ton histoire puisque je savais même pas, ça faisait juste 2 ans que t'as accepté ton truc et ça fait 7 ans, mais juste 2 ans, c'est tout petit, c'est tout récent. Oui. Et vraiment, je tenais à te dire un grand merci. Merci d'avoir partagé ton histoire, d'avoir ouvert ton cœur et d'avoir permis à d'autres personnes qui sont atteintes d'un maladie comme toi, ben, de se reconnaître. Parce que bon, il n'y a pas tellement de podcasts qui parlent de la maladie de Vernon. Ben, c'est avec plaisir. De toute façon, moi, j'ai toujours dit, enfin, j'ai, entre guillemets, pas eu la chance au début d'avoir le soutien ou de pouvoir, ou d'avoir pu du moins échanger, en fait, sur cette maladie. Mais là, j'avoue que toutes les personnes, en tout cas, qui souffrent de cette maladie et qui, comment dirais-je, qui voudraient en parler ou bien qui veulent en parler, ben, si vous avez un proche qui est ouvert, en fait, avec votre maladie et comment dirais-je, qui est là avec vous, qui vous soutient, ben, c'est de pas hésiter d'en parler avec cette personne. Parce que ça fait toujours du bien de toute façon d'avoir un soutien moral, d'avoir quelqu'un sur qui on peut compter, qui nous accompagne en fait. Donc moi je dirais si vous avez quelqu'un qui est avec vous et qui voit votre quotidien et à qui ça impacte, parce que avec la maladie de Vernet, on est impacté, mais nos proches aussi sont parfois impactés en fait de notre maladie. Donc c'est comment dirais c'est de partager, en fait, à deux les ressentis, que ce soit la personne qui a cette maladie et la personne qui ne l'a pas, mais qui vit avec nous au quotidien. Sure. Merci à toi d'être resté jusqu'à la fin et d'avoir écouté en entier cet épisode de podcast. T'es le meilleur. N'oublie pas de t'abonner pour ne manquer aucun épisode. Bref, Google Podcast, Spotify, Apple Podcast, je suis disponible partout et maintenant, même sur YouTube.
Donc, plus de raison de ne pas m'écouter. Je t'invite aussi à partager l'épisode autour de toi pour que les gens en apprennent plus sur les sujets tabous et que justement, il n'y en ait plus dans la société. C'était Myriam et je te dis à janvier, premier dimanche du mois, il va y avoir un épisode spécial, donc reste connecté. Je te souhaite aussi de passer de très belles fins de fin d'année. Amuse-toi, repose-toi aussi, c'est très important. Et puis, salut!